Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, la France se retrouve dans une impasse démocratique alors qu'Emmanuel Macron veut faire passer en force sa réforme des retraites contre l'avis, vous le savez, chers amis, de 70% des Français et plus de 90% d'actifs. Le gouvernement, donc, lui, il s'en remet au Conseil constitutionnel. L'avis sera rendu le 14 avril prochain, alors qu'un dialogue de sourds fige la France dans un conflit social et populaire absolument historique. On en parle bien sûr avec Anne-Sophie Chazot, auteure de La liberté d'inexpression aux éditions L'Artilleur en 2020 et de Liberté et société de surveillance et confiscation démocratique. Et on vous invite bien sûr à aller voir aussi son nouveau blog, laplace.news. Bonjour Anne-Sophie Chazot. Oui, bonjour Nicolas. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vous entends très très loin. Nous, on vous entend très bien, Bon, alors Anne-Sophie. écoutez, c'est le principal. Bon, la situation, Anne-Sophie, j'avais envie de vous recevoir ce matin pour parler de ça, puisque vous êtes une essayiste extrêmement pertinente là-dessus et qui n'avait pas la langue dans la poche. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'on a parlé du Conseil constitutionnel? Est-ce que, selon vous, le Conseil constitutionnel, face à cette masse de Français, cette opposition populaire extrêmement importante, pourrait être, pour Emmanuel Macron, une sortie de crise acceptable? Alors, moi, je porte un regard assez catastrophé, globalement, sur la situation. Je réfléchissais en préparant, enfin, en anticipant cette émission, à la situation dans laquelle on se trouve, et je ne crois pas me souvenir ni avoir connaissance d'une situation aussi viciée, aussi globalement viciée. Je pense que à tous les niveaux où l'on regarde, la situation est à la fois burlesque et complètement tragique, de blocage et de vice, quelque part. J'y reviendrai. Alors, concernant spécifiquement votre question pour le Conseil constitutionnel, je pense que malgré le dévoiement de cette institution, malgré le fait qu'il y a une forme de consanguinité, on va dire un peu politique, de par les méthodes de désignation, les copinages, etc., inhérentes désormais au fonctionnement de cette institution, je pense qu'il n'est pas exclu que malgré tout, ce qu'on appelle les sages de la rue Montpensier ne décident de reprendre quand même un peu la main et de redonner justement aux institutions, à l'État, un peu de dignité dans toute cette affaire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne dotée de 3 neurones fonctionne. Il n'est pas possible de continuer d'être entraîné par Emmanuel Macron dans sa folie, dans son naufrage, et qu'il est temps d'enrayer, si vous voulez, ce naufrage généralisé dans lequel tout le pays est entraîné à la suite de l'entêtement d'un seul homme. Je pense que c'est tout à fait possible. Alors, le Conseil constitutionnel ne nous a pas habitués ces dernières années à beaucoup de hauteur. Néanmoins, je pense que sur cette affaire-là, il est possible que ça rend d'une part un peu service aussi à Emmanuel Macron parce que entêté comme il est, il ne trouve pas la porte de sortie lui-même, mais aussi pour sauver d'une façon, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais sauver le pays quand même, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, remettre un peu de concorde. Anne-Sophie Chazot, j'aimerais vous poser une question, c'est intéressant le développement que vous proposez. Est-ce qu'on pourrait imaginer le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, finalement, qui trouve une espèce de sortie de crise en ajustant, en amendant à la marge finalement cette loi sur la réforme des retraites, de manière à pas désavouer Emmanuel Macron d'une part et peut-être à essayer d'assagir, de calmer, d'apaiser un peuple qui gronde très fortement? Oui, je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'à retoquer l'ensemble du dispositif, alors même que ça serait parfaitement, je pense, justifié, mais voilà, en le vidant tellement de sa substance, en enlevant des bouts, en retoquant des bouts par-ci, retoquant des bouts par-là, il n'en restera plus rien. Et finalement, le narcissisme d'Emmanuel Macron en restera à peu près intact.
puisqu'il pourra du coup désigner le gouvernement comme ayant mal préparé, mal ficelé cette loi, et le peuple pourra reprendre un peu d'air. Mais si vous voulez, j'ai envie de dire, alors bon, ça va marquer, j'espère que ça va se passer, et je pense que ce sera le cas, ça va marquer une pause dans l'état d'hystérie dans lequel nous nous trouvons. Je pense que ça n'est que partie remise, parce que nous avons affaire à une gouvernance folle. Hein. C'est là-dessus que moi je voulais un peu revenir avec vous, Nicolas, et avec nos auditeurs. Je me disais, mais à chaque niveau de la réflexion où l'on se trouve, on se rend compte que nous sommes pris dans un engrenage un mélange de folie et de bêtise que je n'aurais jamais cru pouvoir voir dans mon pays. Je ne sais pas si l'on s'en rend bien compte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous, avec vos proches, vos amis, vos familles, etc. On n'ose même plus parler on n'ose même plus parler de politique. On est tellement dans la stupéfaction, dans une espèce d'état de situation. On est estourbi, d'une certaine manière, par la folie ambiante, au point qu'on on ne sait même plus comment réagir à titre individuel, à titre collectif. Alors effectivement, les gens se mobilisent, il y a cette loi qui en est le déclencheur, mais au-delà de la mobilisation, de la colère, etc., on a presque du mal à trouver les mots, tellement on est face à une situation de folie, de grandeur, d'un niveau, à mon avis, historiquement incomparable. Je ne sais pas comment on peut l'appréhender. C'est très difficile, en tout cas, la situation dans laquelle on se trouve, il est très difficile de mettre des mots dessus. Alors, Ouais, mais je partage votre avis, effectivement. Depuis les Gilets jaunes, on vit une mandature d'Emmanuel Macron absolument brutale, aussi bien politiquement que dans la rue, on le voit bien. Mais Anne-Sophie, finalement, vous attribuez à quoi cet entêtement? Vous parlez de folie, bien entendu, esturbi, j'aime beaucoup ce terme d'estourbir. Vous l'attribuez à quoi, l'entêtement d'Emmanuel Macron à vouloir passer absolument en force et après, bien sûr, à nous vendre, vous le savez, le Conseil national de la refondation pour donner finalement un petit chiffon rouge à certains pour essayer de se tirer de cette affaire? À quoi vous l'attribuez, cet entêtement, cette violence politique d'Emmanuel Macron tout de même? Plusieurs niveaux, si vous voulez. C'est vraiment une sorte de millefeuille bien pourri, mais avec vraiment à toutes les millefeuilles un niveau de pourriture. C'est-à-dire que il y a quand même une question individuelle concernant. On a avec Macron, avec le macronisme, le problème, c'est quand même Macron. C'est-à-dire qu'on attend. Alors, je sais que les gens n'osent pas trop évoquer cette question, mais je pense qu'on a quand même un problème d'ordre psychologique, je n'ose dire psychiatrique, mais enfin, il y a quand même un souci avec ce personnage qui n'est pas, à mon sens, équilibré et qui entraîne tout le monde dans sa folie. On parle d'hypernarcissisme, d'exaltation du moi, que chacun peut constater et qui pousse à l'entêtement. Parce que si vous voulez, l'opposition, il la prend comme un affront personnel, et au bout d'un moment, ça le devient, puisque personnellement, il se raidit et ne supporte pas de discuter avec les syndicats, d'écouter le peuple, d'écouter les corps intermédiaires, etc. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il y a effectivement une confrontation entre, ça n'est même plus le président, ça n'est même plus la fonction, mais ça devient finalement lui en tant que personne qui nous pose un problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment, là, je pense, un souci de type individuel, psychologique, et qui est préoccupant. Si vous voulez, quand vous avez un président qui s'entête à ne pas vouloir dialoguer avec les trois quarts du pays, et qui, à côté de ça, va se bourrer la gueule en Afrique, se ridiculisant aux quatre coins du monde, et qui, le lendemain, va dans Pif Gadget. Vous avez un pays qui devient fou en face. Le tout sur fond de répression,
de répression très dure, hein, parce que les violences, la violence avec laquelle les manifestations et la révolte populaire est une nouvelle fois matée, c'est une très grande dureté. Donc tout ça fait qu'on est on est pris dans une espèce de délire de perversion narcissique et où tout le pays est entraîné. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'on soit tous à moitié un peu, oui, azimutés. On sait plus comment faire. Alors oui, ça remonte au Covid. Mais pas seulement, c'était avant avec les Gilets jaunes. Et là, j'arrive au deuxième niveau du millefeuille, c'est-à-dire que là, j'incriminais Emmanuel Macron, mais il y a aussi la responsabilité de la société elle-même. Vous avez une société quand même française qui, ayant vu comment les Gilets jaunes s'étaient fait massacrer, hein, à coup d'estropiage, d'éborgnage, d'incarcération, de détention arbitraire. Enfin, on a vu vraiment un déferlement de violence comme il n'y en avait pas eu depuis la guerre d'Algérie, il faut bien quand même se souvenir de ça, et qui malgré ça, et quoi qu'on dise de l'abstention, de ceci, de cela, malgré ça, à 56% ou 58% pardon, de votants, ont remis cet individu au pouvoir. Donc il y a aussi, et j'ajoute qu'une grande partie des personnes qui sont dans la rue actuellement pour s'opposer à la réforme des retraites font partie des personnes, je pense aux syndicats, je pense aux formations politiques, notamment de gauche, etc., ont appelé à réélire l'individu qui les avait estropiés et borgnés et qui leur avait marché dessus. Donc on a Anne-Sophie Chazot, c'est une question intéressante, votre question. Finalement, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité aussi en partie d'une partie de la population française, vous l'avez dit, qui a réélu Emmanuel Macron? Bon, pas dans une large majorité, puisqu'on a vu que les suffrages des gens sur les inscrits, c'était quand même assez bas, mais finalement, pour vous, vous mettez aussi en cause une responsabilité populaire dans la réélection d'Emmanuel Macron et aussi sur la non-réaction de ce qui s'est passé, notamment pendant les Gilets jaunes, la crise sanitaire et peut-être un peu moins maintenant. Vous m'aviez interviewé pour Putsch au sujet de la réforme des retraites et j'avais répondu déjà que moi il y avait alors bon l'envie de défendre le peuple français est finalement plus forte, mais il y a quand même aussi un peu de pas de dégoût mais un peu de dépit et de se dire ben ma foi ils l'ont voulu, ils l'ont, c'est-à-dire que quand on réélit quelqu'un qui réprime et qui méprise, qui attise le feu en permanence, vous avez même eu des gilets jaunes estropiés ou éborgnés, je ne sais plus, c'était en l'occurrence quelqu'un qui avait perdu son œil, son nom m'échappe là tout de suite, Jérôme Rodriguez. qui a appelé à voter Macron. Et à ce niveau-là de alors je parlais des déséquilibres psychiques manifestes d'Emmanuel Macron, mais à ce niveau-là de syndrome de Stockholm, excusez-moi, la société va pas très bien quand même, quoi. Donc, qu'on n'ait pas eu envie de voter peine, moi, c'est pas mon sujet, mais aller jusqu'à revoter pour ce qui est en train d'embarquer tout le pays dans un naufrage sans commune mesure et sans comparaison possible. Pour moi, il y a évidemment une énorme part de responsabilité. Une responsabilité par rapport à la France, hein, et par rapport à sa histoire, par rapport à sa valeur, sa dignité, sa hauteur, mais aussi une responsabilité par rapport au peuple français, par rapport aux acquis sociaux, par rapport aux conditions dans lesquelles on travaille et dans lesquelles on vit dans cette société. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui relève de la trahison. C'est pas juste un petit coup de faiblesse, coup de mou un jour, ah bah oui, on s'est trompé, on s'est laissé avoir, etc. Surtout qu'on s'est pas laissé avoir comme si on était des perdreaux de l'année. Si vous voulez, on se dit c'est collectif, moi ça ne me concerne pas, hein, mais on s'est laissé avoir après quand même 5 ans non-stop, quoi. Donc oui, il y a de la responsabilité, bien sûr, de la société elle-même. Et j'insiste parce que vraiment, les centrales syndicales, souvenez-vous, il y a quand même eu des appels à revoter Macron de la part de tous les gens qui sont dans la rue actuellement. Ils étaient tous signataires de grands appels pour faire barrage à je ne sais quel chaos, etc. C'est très réussi, le barrage contre le chaos.
vraiment Est-ce que la parfait, question que je vais quoi. vous poser, Anne-Sophie Chazot, et merci d'être avec nous ce matin sur Ligne Droite, finalement, est-ce qu'avec ce qui se passe avec cette crise démocratique, peut-être une crise de régime, on verra, finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de ce que j'appelle, moi, la bobine démocratique, à la fin de la Ve République, avec un pays qui est en train de s'effondrer, littéralement politiquement, avec des mesures de plus en plus autoritaires, voire totalitaires? Est-ce que là, on n'arrive pas à un basculement pour la France dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Est-ce que vous aussi, ce regard d'essayiste, vous le portez aujourd'hui plus largement en prenant un peu de hauteur de vue? Quand on réduit comme ça la focale sur nous, sur notre société, mais dès qu'on l'élargit, encore pire. C'est-à-dire que là, nous, on voit le côté français, mais dès qu'on élargit un petit peu la focale et qu'on monte à l'échelon européen ou qu'on remonte encore un peu plus haut à l'échelon mondial, parce qu'il se passe quand même des choses actuellement au plan international, on s'aperçoit qu'on est dans un processus de ce que Christopher Lasch appelait, vous savez, la sécession des élites, hein, mais qui est parvenu à un niveau, c'est très préoccupant. C'est-à-dire que à l'occasion du départ de la crise sanitaire, puis de la guerre en Ukraine, la Commission européenne s'est octroyé progressivement un nombre de pouvoirs qui normalement n'étaient pas les siens et qui échappent totalement au contrôle démocratique, à tout le Parlement ne sert absolument plus à rien, à la fois obèse et impotent, et pendant ce temps, vous avez quelques personnes comme Ursula von der Leyen, etc., qui prennent des décisions pour les peuples, enfin quand je dis pour les peuples, c'est-à-dire à leur place, mais qui sont des décisions contre les peuples, et on a un Emmanuel Macron qui est complètement à la remorque de cette confiscation antidémocratique. Donc, si vous voulez, on a une quand je parlais de millefeuille, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a une superposition de niveaux. On a l'échelon personnel Emmanuel Macron, on a l'échelon social où ça déraille complètement et où il y a plus véritablement de discours et de dialogue démocratique possible. On a l'échelon européen où les volontés populaires sont pour les rendre impossibles, voire pour aller contre. Et puis on a aussi l'échelon mondial avec la redistribution des cartes au niveau international par rapport là encore auquel la gouvernance macronienne, mais également donc européenne, puisque désormais ça ne va plus l'un sans l'autre, est complètement à la ramasse, complètement à l'ouest. C'est-à-dire vous avez un personnage, je me permets quand même encore d'y revenir, qui va se ridiculiser en Afrique, va se bourrer la gueule en discothèque, va poser dans Pif Gadget, n'est pas capable de parler à 3 syndicats, ni d'expliquer aux Français comment on va pouvoir redialoguer, il n'est pas capable de faire en sorte que ça ne soit pas le chaos dans son propre pays, qui va dans Pif Gadget et qui le lendemain va nous expliquer, il n'est pas non plus capable de recevoir le roi d'Angleterre parce que il n'est pas capable de parler, donc le pays est à feu et à sang, et il s'est retrouvé à la place sans doute le soir du dîner à Versailles à dîner au flunch de la pâte d'oie d'Herblay avec Brigitte, et qui le lendemain va nous expliquer qu'il va aller voir Xi Jinping pour lui dire de quand même de ne pas trop se rapprocher de la Russie. Mais enfin, qui sont ces gens? Je ne sais pas si on se rend bien compte du niveau de connexion et de folie des personnages, quoi. Quelqu'un qui n'est pas capable de parler avec 3 syndicats en France pour une mesure qui, à mon avis, pouvait être mise sur la table, discutée, où il y aurait pu y avoir vraiment une vraie concorde sur la manière de faire évoluer le travail, etc. Non, mais ça, c'est pas possible, on n'est pas capable. Le pays est à feu et à sang, mais expliquer la vie à Xi Jinping, puis il va aller lui dire « Ah, vous savez, monsieur Xi Jinping, attention quand même, je voudrais que vous rapprocher aussi. » Tout ça étant par ailleurs le fruit, qui est lui-même le fruit des mesures complètement stupides de sanctions économiques qui ont été prises, là encore, sous l'égide à la fois de l'Union européenne et bien sûr de son... Anne-Sophie Chazot, on arrive à la fin de l'émission. Je suis désolé, c'était passionnant. Je suis désolé, vous êtes... Pardon, je termine juste là-dessus, mais sans jamais que le français n'ait été coupé. Parce que c'est ça l'important dans l'histoire.
c'est que toutes ces décisions dont on subit les effets n'ont pas été prises sans que jamais le peuple français n'ait été consulté. Donc, on est dans l'antidémocratie Anne-Sophie, totale. je suis vraiment obligé de vous couper puisqu'on est déjà en retard. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. En tout cas, vous êtes auteur de Liberté d'Inexpression, audition de l'Artier en 2020, de Liberté, Société de Surveillance et Confiscation démocratique. Et vous venez de lancer surtout la place.news. Allez voir le site d'Anne-Sophie Chazot. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On vous souhaite une excellente journée.